c'est le programme des théâtres qui décide de mes interventions et non pas moi qui décide des programmes des théâtres. Donc, je suis tributaire du bon vouloir de... Et donc, j'ai trouvé quand même, pour cette deuxième séance, après Nerval et Hugo, Marlowe, et d'abord 4 Shakespeare, un ayant échoué, j'ai dû le supprimer. Tuer Shakespeare comme ça, c'est pas mal. Pour quelqu'un qui n'a pas d'existence réellement avérée, d'ailleurs, en matière de théâtre. Donc, il y a le Christopher Marlowe, le Faust de Carouge. Il y a, au Théâtre de Villy, la Comédie des Erreurs, que j'ai montée ici il y a très très longtemps à Genève. Et puis, il y a La Nuit des Rois, au Théâtre de Vevey. Et il y a, à l'heure bleue, TPR, La Tempête de Shakespeare, où l'on parle d'histoire et d'histoire, c'est-à-dire d'histoire avec un grand S et d'histoire avec un petit S. Figurez-vous que je me suis trouvé, avec vous, comme aujourd'hui, une petite taverne. Nous étions dans cette taverne, 3 à une table. Il y avait mon ami Ben Jonson, qui est parti pendant un petit moment. Il y avait mon ami Shakespeare, dont il ne reste plus qu'une illusion de personnage, et moi-même, Christopher Marlowe, bien connu, à la taverne Mermaid, où nous avions l'habitude de nous réunir pour parler évidemment de théâtre, mais pas seulement. Ce qu'il y a de drôle en vous disant ça, c'est que j'ai connu un acteur français, metteur en scène, plus acteur que metteur en scène, qui m'a surpris très tôt. J'avais vu, quand j'étais arrivé à Paris dans les années 54, enfin, je suis arrivé avant, mais plus tard dans les années 54, j'avais vu le Docteur Faust de Marlowe au Théâtre de l'Œuvre, au mardi, seulement le mardi, joué par une troupe, très bonne troupe, constituée notamment autour de Jean Le Poulain, qui jouait le rôle de Faust. Or, c'est Le Poulain qui avait fait la mise en scène, une très très belle mise en scène d'avant-garde, car à l'époque, Le Poulain était un metteur en scène d'avant-garde. Galderode, on le lui doit avec Rébaz en France, et ce Marlowe qui n'était jamais vraiment représenté. Et ayant bien connu Le Poulain, j'étais toujours surpris par une chose, c'est qu'il s'estimait raisonnablement la continuation, ou même, on pourrait presque dire, car il n'y a pas eu de rupture, une sorte de personnage emblématique qui s'appellerait Marlowe, lui-même. C'était le descendant, le fils spirituel, le prototype, le clown, le clown, le gène, je ne sais pas quoi, de Marlowe. Et il se trouve qu'un auteur dramatique que j'ai connu plus tard, avec Philippe Macasdar, d'ailleurs, notamment, est aussi un personnage qui se prétendait quelque part, moins que Le Poulain, mais qui se prétendait très proche de Marlowe, presque, encore une fois, une représentation de Marlowe, et qui, lui, n'a pas mis en scène une pièce de Marlowe, mais a écrit une pièce sur Marlowe qui n'est encore jamais jouée, que personne ne connaît, peut-être à part Philippe et moi, que nous avons dans nos papiers. Donc, cette idée de ce personnage me hante, me trouble, et en commençant à penser à cette anecdote qui se déroule entre 2 tavernes, cette taverne, Mermaid, où il y avait un échange journalier, on pourrait dire. Car à cette époque-là, les gens de théâtre ne menaient pas de vie de famille, réellement. Ils menaient une vie collective. Il y avait la totalité de leur temps était consacrée à la chose théâtrale, entre les répétitions, les représentations et les discussions passionnées autour de cette question-là. Il y avait bien sûr quelques à côté, mais l'essentiel était autour de ça. Ils se voyaient régulièrement, ils échangeaient leurs idées, ce qui fait que, de nos jours,
les érudits ne savent plus à qui attribuer les œuvres. Ce qui fait que de nos jours, on dit qu'un tel, il y avait peut-être un Shakespeare, mais que ce Shakespeare, il était incapable d'écrire, et que c'est un autre qui a écrit. L'idée d'ailleurs la plus saugrenue peut-être, mais en même temps la plus proche de la réalité, serait que Marlowe, condamné pour anti-religiosité, anti-christianisme, mais pas seulement, anti-religiosité, était vraiment suivi de très près, ayant été aussi agent double, James Bond de l'époque. Hein. Marlowe est un James Bond en même temps. Pour le roi, c'était très compliqué son histoire, en France notamment, où il passait du séminaire de Reims au séminaire de Paris, enfin bon, d'où d'ailleurs peut-être il ramène un livre étrange. Un gars qui meurt en 1540 et dont on écrit un livre quelques années plus tard, en 87, dernière date d'édition, 85, pense-t-on réellement, 87 seulement dans la version anglaise, d'un mec qui, dans une autre taverne, finalement, le théâtre anglais, c'est une histoire de taverne. Et on va s'apercevoir que si la bière notamment joue un rôle, il y a un autre élément important qui donne du sens à la création, c'est le tabac. Car en effet, Sir Raleigh, qui a été le grand protecteur de Shakespeare, plus que le chambellan d'ailleurs, qui avait commencé, mais après, ce qui est étonnant, c'est que Sir Raleigh a ramené de Virginie, où il était allé, une plante étrange qui est surnommée le tabac. Je crois d'ailleurs que la pièce qui fait allusion à ça s'appelle, je vais peut-être retrouver tout ça, vite, je m'empresse de le dire, et c'est trop, je ne crois que pas, mais ce qu'il y a d'étonnant, c'est que une pièce est écrite sur la déesse du tabac. Et on dit au personnage qui écrit la pièce, « Ah, mais je croyais que tabac c'était un nom masculin. » Et il y a un truc très étrange, c'est que dans cette confusion intervient une notion importante de l'époque, c'est que le tabac a été combattu. On a voulu l'interdire. Chose scandaleuse. Pourquoi ? Parce que justement, ça avait le double sens. C'est-à-dire que le tabac était lié à l'homosexualité. Tout personnage homosexuel qui dénigrerait le tabac serait à condamner doublement, car il se ferait l'ennemi de ce qui est son allié. Donc, la réalité fondamentale, c'est que la pression qui s'exerce sur certaines activités, une pression morale qu'on recouvre d'une couleur médicale. Cette idée fondamentale, par exemple la masturbation, ça rend sourd, ou ça rend débile. Hein? Et ben, le tabac, ça rend ça ou ça, ou bien et tout ça. On retrouve ça régulièrement, et c'est quelque chose que le théâtre a toujours essayé de combattre. C'est-à-dire les fausses digressions scientifiques. Et donc, ce gars qui meurt, dans cette fameuse année, et dont on va parler, il y a un très beau texte que je dois avoir aussi quelque part, mais je suis incapable de traiter des textes. C'est pourquoi j'improvise généralement, parce que c'est trop compliqué. Dans la bonne ville de Staufen, en Pays de Bade, existe l'auberge où le docteur Faust venait s'asseoir, et la table où, dans cette variante d'un mythe du XVIe siècle, Méphistophélès l'a tout à coup étranglé. Et c'est une légende qui est étonnante, car ce vieux chimiste répétait des choses assez étonnantes, un peu ce qui est dit à Descartes. Hein, quand Descartes, dans une première, tout jeune encore, découvre que
le bâton plongé dans l'eau est cassé, puisqu'il y a un angle, et qu'un savant mathématicien vieux lui dit, si tu sors le bâton de l'eau, le bâton est droit. Si tu le mets dans l'eau, il est courbe. Ben, c'est un peu la même chose qui arrive là, avec ce vieux chimiste, qui dit que le bâton de Scapin, il n'est pas réel. Ce qu'il y a de réel, c'est l'énergie que Scapin met à utiliser un bâton. Eh bien, moins le terme d'énergie que je remplacerai par autre chose, parce que l'énergie, il y en a ras-le-bol au théâtre, mais mets ton énergie, donne ton énergie. J'ai entendu les metteurs en scène qui, toute une après-midi, disaient aux comédiens, ah oui, mais tu comprends, je veux ton énergie. Là, je veux ton énergie, je veux ton énergie, tu comprends, je veux... Ça veut rien dire, bon. Ce qu'il y a d'étonnant dans cette histoire, c'est que sous le mot abusif, il y a une réalité, c'est que le bâton n'est cassé que non pas que parce que l'eau va incurver la machine à réfléchir, mais parce que l'homme, comme machine à réfléchir, va incurver aussi l'anecdote qu'on lui raconte. Eh bien, le théâtre, il est là. Il est dans cette espèce de confusion formidable et poétique et magistrale qu'on ne sait pas, et on ne saura jamais, si le théâtre va représenter la réalité ou bien faire semblant de la représenter. Comme dirait Marivaux plus tard, ils font semblant de faire semblant. Ce qui est très beau. Hein? Deux négations, deux affirmations intervenant pour donner le contraire. Ce qui est intéressant, c'est que le théâtre élisabétain, et je parle de Marlowe d'abord, qui a écrit avant Shakespeare et qui a été l'inventeur du théâtre élisabétain avec Thomas Kidd, et un anonyme. C'est la seule pièce que je crois que j'ai toujours rêvé de monter et que je rêve encore de monter, Ardennes de Feversham, qui est une tragédie familiale extraordinaire et qui, curieux, est attribuée à personne. On a pensé à Marlowe, on a pensé à d'autres, on a pensé même peut-être à un collectif où ils se sont mis d'accord ensemble pour écrire une pièce et ils ne l'auraient pas signé aucun des célèbres. C'est génial. Hein? Il y a Beethoven, Mozart et Haydn qui se réunissent, ils écrivent une œuvre et ils disent c'est un gamin qui a écrit ça, on ne sait pas qui c'est. Et alors bon, les marchands de disques, ils se plaignent parce qu'ils vendraient le disque sous le nom de Beethoven, sous le nom de Haydn et sous le nom de Mozart. Vous vous rendez compte? Hein? Bref, ce qui est intéressant, c'est Ardennes de Feversham. Il y a quand même quelque chose qui reste de tout ça, c'est que la femme que va épouser Shakespeare à Stratford, c'est une dame qui s'appelle Ardennes. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas voir dans Ardennes de Feversham la vie de Shakespeare? À voir. Ce qui me paraît intéressant dans cette histoire de Faust, c'est que Marlowe, j'insisterai beaucoup sur Marlowe parce que Shakespeare, vous le connaissez. Hein? Je disais tout à l'heure, on sait très bien que Shakespeare n'a pas écrit les œuvres de Shakespeare, et je citais Bernard Shaw, à qui un journaliste posait la question, qui disait « Les œuvres de Shakespeare n'ont pas été écrites par Shakespeare, mais par un contemporain de Shakespeare qui s'appelait Shakespeare. » Donc la question était réglée admirablement. Ce qui me paraît important, c'est qu'on n'a pas suffisamment la connaissance de ce personnage étrange qu'est Marlowe. Sinon à travers le détective incarné par Humphrey Bogart. Mais ça n'a que peu de rapport. Encore que. Ce qui me paraît clair, c'est qu'il y a en 4 pièces, je vais prendre que 4 pièces, il en a guère écrit d'autres de plus, hein. Il a écrit une sorte de comédie d'amour, mais au début il a écrit Massacre à Paris qui n'est pas fini, qui est un premier projet que Chéreau a monté, mais qui est une pièce non finie, non, même c'est simplement le brouillon, l'esquisse, qui est une pièce historique sur la Saint-Barthélemy notamment, et enfin sur le massacre des protestants par les catholiques, et il faut bien dire aussi des catholiques par les protestants.
hein, car en matière de conflit de religieux, l'un ne va pas sans l'autre. S'il y en a un c'est donnant-donnant, ce qui est d'ailleurs triste pour des œuvres qui réclament la générosité et la chaleur humaine, d'en arriver chaque fois à des conflits, que ce soit à tout âge et en tout lieu. Ce qui me paraît important quand même, c'est que dans les 4 pièces, il y a la première pièce qui est Tamerlan, et la tragédie de Tamerlan est une pièce écrite en 2 fois. Il y a une première version et 3 ans plus tard une deuxième version. La deuxième version qui a abouti, parce que la première version de Tamerlan, qui est une pièce gigantesque, il l'écrit, Marlowe, à 18 ans, 19 ans. C'est très très précoce. C'est absolument incroyable. Or, dans Tamerlan, il y a un truc formidable. C'est un peu ce que j'aimerais montrer pour suivre la discussion que nous avons eue la dernière fois. C'est ce jeu subtil que les textes travaillent entre eux malgré les auteurs. Car on pourrait supposer qu'il n'y a pas d'auteur de théâtre. Il y a un seul producteur de théâtre, c'est le peuple de l'époque, qui fournit aux écrivains les armes. Alors, les écrivains sont plus doués, moins doués, ils sont plus systématiques, ils vont tomber à ce moment-là dans le théâtre tract, dans le théâtre propagande, hein, théâtre de patronage, de droite ou de gauche, et puis, ou bien ils ont de la finesse, ils vont inventer des formes nouvelles, contradictoires, complémentaires. On peut penser qu'il y a peu de différence, fondamentalement, si on échappe à une sorte de censure entre Lessing, Brecht, Wedekind, entre-temps, c'est une trame importante qui va se construire. En France, elle va avoir lieu autour, non pas des théoriciens du classicisme, mais de ceux qui le pratiquent. Qui le pratiquent pourquoi? Pour sortir des théories. Il faut des théories. C'est formidable. Plus il y a de théorie théâtrale, mieux c'est, parce que plus ça invite les écrivains, et y compris quand les écrivains sont eux-mêmes des théoriciens, à échapper à leur propre théorie. Donc, c'est ce climat de liberté, cet espace d'invention qui va fonder la maîtrise du théâtre et, je dirais, son irréversibilité. On ne peut pas renverser le théâtre. On ne peut pas le remplacer par le cinéma, par la télé, par ce que vous voulez. C'est autre chose. Quand on voit du théâtre à la télé, on voit une télévision, mais on ne voit pas le théâtre. Si vous voulez parler d'une pièce de théâtre, c'est parce que vous l'avez vue dans une salle de théâtre avec le public de théâtre. Tout en sachant qu'il y a 2 types qui obéissent à ça dans cette catégorie-là, ce qu'on appellera le théâtre et ce qu'on appellera le spectacle. Le spectacle met en primat l'idée de l'image. Non pas comme fonctionnement, disons, signalétique du sens, mais simplement comme jeu d'invention. Mais d'une invention qui n'a aucun sens, aucune portée. Par contre, le théâtre met en jeu l'invention du texte. C'est-à-dire par quoi l'image peut être remplacée. Et le meilleur étant quand on arrive à accoler, à structurer, à souder l'ensemble du texte et de l'image. Ça n'arrive pas toujours, pas souvent même. Mais c'est quand même un élément important qu'il faut repérer. Et comme on n'a pas beaucoup l'idée de trouver les 2 en même temps, alors moi j'ai coutume de dire à mes élèves notamment, puisqu'on n'a pas la chance de trouver beaucoup de théâtre-spectacle, je préfère le théâtre au spectacle tel qu'il est présenté actuellement, parce qu'au moins je peux rêver. Au moins je peux rêver autour,
au moins je peux faire du sens. Au moins je peux devenir producteur. On cherche à ce que le théâtre soit, comme on dit de nos jours, comme on dit pour la télévision, interactive. Et que le théâtre soit interactif. Ben, le théâtre, il est interactif par définition, puisque l'émission d'un souffle et d'un verbe, au commencement était le verbe, hein, n'oublions pas, qui se dit dans les 3 religions monomaniaques, pardon, je veux dire monogames, ça revient au même, ça revient au même. Eh bien, à ce moment-là, ce qui se passe, qui est intéressant, c'est que l'ensemble est créé par ce verbe. C'est-à-dire que le verbe fait la forêt de Macbeth, elle est créée, on la voit, on n'a pas besoin de la voir sur scène. Elle existe en nous. C'est-à-dire que nous devenons producteurs de sens. Or, le théâtre n'est pas là pour communiquer du sens, mais pour obliger, pour provoquer le spectateur à fournir du sens, même malgré lui. Dans La femme juive de Brecht, quand je montais en 61 au théâtre de Bourgogne, il y avait un truc très symptomatique. La femme juive, elle est là, elle est femme d'un grand médecin, chef de clinique, arien. Jusqu'alors, tout allait bien. Mais on est à Francfort en 55. Les lois de Nuremberg, 55-56, les lois de Nuremberg viennent d'être programmées, et donc, elle sent maintenant que la vie va changer pour elle. Jusqu'alors, comme elle dit, si quelqu'un avait le diabète, j'étais de ceux qui avaient droit à l'insuline, maintenant plus. Donc, j'ai changé de catégorie. Et c'est en tant que juive qu'elle décide de dire à son mari, je vais partir en Hollande pour 15 jours, en vacances, ça me fera du bien. Son mari lui dit, pour éviter de dire à son mari, je pars pour toujours, son mari dit, ah oui, tu crois, non, mais non, il faut que tu restes, non, mais ça ne me gêne pas que les gens, ah oui, tu crois que ça, ah oui, c'est pas mal, oui, 15 jours en Hollande, effectivement, ça te fera du bien, d'accord, et c'est comme ça qu'ils se quittent. Or, elle prépare son départ, elle va téléphoner à 4 amis, sœurs, belles-sœurs, enfin, et elle a le seul élément, la seule image qui va créer du sens et non pas de l'image, c'est qu'elle a acheté un très beau sac à main neuf. Elle le déballe, elle enlève le papier qui est à l'intérieur pour rembourrer et tout ça. Elle prend tous ces sacs anciens, les plus récents quand même, 8 sacs, elle les verse sur la table. Selon le réalisme, on aurait un fatras à la Gorky, ou un fatras où il y aurait un peu de tout. Là, or, il y a là, au contraire, un réalisme sélectif, c'est-à-dire que j'ai pris la décision qu'il n'y aurait que des rouges à lèvres. Alors elle verse tous ces anciens sacs qu'elle jette, et sur la table, il n'y a que des rouges à lèvres plus un carnet de téléphone. Elle voit le carnet de téléphone, ça lui donne envie de téléphoner. Elle téléphone, elle n'a pas besoin de regarder le numéro puisqu'elle téléphone tous les jours à sa belle-sœur. Elle téléphone. Et c'est là, à travers ce téléphone dont on n'entend que ce qu'elle dit elle, donc l'ambiguïté va devenir pesante, aussi pesante que l'ambiguïté quand Édipe interroge pour savoir qui a tué Laërte. Donc il y a vraiment une sorte d'ambiguïté profonde qui résulte de ça. Et pendant qu'elle téléphone, elle prend, il y a environ 13-14 tubes de rouge à lèvres, elle prend les tubes de rouge à lèvres, elle les ouvre, elle regarde la hauteur du rouge. Quand ceux qui sont très pleins, il y en a 3, elle les met dans le sac neuf, et les autres, elle les laisse sur la table. Puis elle va qu'à ses occupations, elle prépare encore ses... Elle revient, elle voit le carnet, alors là, elle prend le numéro de téléphone, et deuxième numéro de téléphone, elle prend les tubes qui restent, et elle regarde ceux qui sont les plus remplis. Et une fois que c'est fait, hop, elle les met dans le sac, les 2-3 plus remplis, les autres, elle les jette. Troisième coup de fil, elle recommence. Quatrième, elle recommence. Ce qui fait qu'à la fin,
Les tubes sont tous dans le nouveau sac et il n'y en a plus aucun sur la table. Et quand on faisait, c'était l'époque où on faisait des débats après, quand on faisait des débats après, je me souviens c'était formidable. Les gens m'ont dit, les gens nous disaient dans la salle, c'était des débats publics, c'était l'époque où on aimait beaucoup faire des débats, les gens disaient, c'est terrible ce que vous faites là, parce qu'on a tous pensé ce que c'est juif. Et à ce moment-là, Brecht intervient, alors que nous jouions la pièce avec des costumes de 35, on ne faisait pas du faux postmodernisme en imaginant Molière en complet veston, ce qui est complètement con, puisque la vie a changé totalement. Et au contraire, c'est-à-dire que c'est le peuple d'aujourd'hui qui est mis en accusation à travers la représentation du passé. Or, ce qui se passe avec Tamerlan, comme avec Massacre à Paris, plus tard, c'est que, comme avec Shakespeare, quand Shakespeare veut parler de la violence qui existe dans la jeunesse d'Élisabeth Ier, encore, même jusqu'à la fin d'ailleurs, il va pas mettre Élisabeth en scène. Il va mettre les Tudors, il va mettre les Lancaster, il va mettre il va mettre ce qui est 100 ans avant, 200 ans avant, en Angleterre. Et le public dit, ah, c'est comme de nos jours. C'est la même chose quand j'ai eu la malchance ou la chance de jouer Cinna à une période où c'était l'attentat du petit Clamart contre De Gaulle. Donc la question dans tous les journaux était posée, en cas de violence exercée contre nous, doit-on être clément, indulgent, ou au contraire, eh bien, on jouait strictement la référence à Auguste et en même temps à Louis XIII, puisqu'il y a une confusion des deux, mais pas du tout la modernité. Or, tous les gens nous disaient à la sortie, c'était au théâtre de Bretagne, tous les gens dans les débats nous disaient eh bien, c'est incroyable, c'est l'histoire de Gaulle. Ah bon, on faisait, nous on joue au con. Hein, ah oui, on n'y a pas pensé, non? Ah oui, et puis à la soirée, ils sont fiers en même temps, et c'est intéressant parce qu'ils travaillent le sens. C'est-à-dire qu'ils travaillent le sens et ils ne le consomment pas. C'est ça la différence entre le théâtre Cady, hein, le théâtre Coop, Migros, et le théâtre qui est voilà, vous avez des éléments à faire par vous-même et non pas à acheter en barquette. Et le théâtre barquette, il faudrait peut-être un jour penser à le faire sombrer, puisqu'il porte bien ce nom-là. Donc le problème qui s'est posé à ce moment-là, c'est que dans Tamerlan, il y a un truc formidable. Tamerlan a 3 fils. 2 de ses fils disent « Nous devons devenir comme toi, papa, des monstres de guerre. » Et le 3e dit « Non, moi j'aimerais bien rester tranquille à la maison. » J'exagère, hein, mais c'est ça l'histoire. Et alors c'est quand même curieux que quelques années plus tard, lorsque Shakespeare, un ami de Marlowe, écrit Le Roi Lear, il va replonger dans cette histoire. Et si vous changez légèrement les attendus de l'histoire, vous avez la même opération. Marlowe écrit une autre histoire, Faust, comme 2e pièce. Cette 2e pièce sur la magie, sur l'idée que c'est pas le fait de faire de la science une idéologie qui changera les choses. La science a tout à y perdre et l'idéologie aussi. Et la religion et la science, la même chose. Méphiston n'est là que pour montrer que l'idéologie, en plus négative, du point de vue admis conventionnellement, ce qui n'est peut-être pas le cas pour Marlowe, mais en l'occurrence, ça
il expose ce problème. Et c'est quand même curieux que c'est le problème qui soit exposé dans La Tempête de Shakespeare à travers Prospero. C'est quelle est l'importance et l'utilité de la magie. Et vous avez le juif de Malte, de Marlowe, qui est fondamentalement contre les religions monothéistes. Mais fondamentalement. Donc, aussi bien contre la religion catholique, et il s'en est pas, ou protestante, et il s'en est pas caché, le massacre à Paris, tout ça, que contre peut-être que ce qui lui échappe, et même dans Tamerlan, qui est aussi d'origine plutôt mahométane, il va dire Mahométan va brûler les livres, le Coran, tout ça, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'il y a pas de... C'est pas plus que ça. Ce qui fait qu'on ne comprend pas pourquoi on peut jouer Tamerlan, ça s'est joué, mais pourquoi on ne peut pas jouer le Juif de Malte? Pourquoi quelle censure s'oppose à ça? C'est qu'on confond à ce moment-là une conception qui fait réfléchir au problème. C'est en abandonnant la réflexion sur le problème en posant le problème que j'ai donné tout à l'heure de cette femme juive dans Brecht, ça a beaucoup plus fait pour comprendre, pour que les gens comprennent leur propre responsabilité dans l'histoire, que si on avait joué un truc à la gloire ou bien au malheur de tout ça. C'est là où le théâtre pose une question, mais qui est d'une perversité totale, et qu'il est difficile de régler comme ça, parce qu'il y a des enjeux affectifs, il y a des enjeux réels, mais qui sont d'un autre ordre, et qu'on accole là-dessus. Il faudrait pouvoir avoir la pensée qu'avait peut-être Voltaire, d'ailleurs, de détacher les choses, d'une certaine façon, de détacher les choses et de pouvoir essayer de les juger sans tomber dans le préjugé. Et ça, c'est un problème. Ce serait peut-être une pièce à écrire. Elle est écrite, mais elle est en un acte. Elle est de Marivaux, elle s'appelle Le préjugé vaincu, très belle pièce, qui montre que la lutte des classes existait sans qu'on le sache déjà du temps de Marivaux. Ce qui est important dans ce Juif de Malte, c'est que ça donnera naissance 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard au Marchand de Venise de Shakespeare. Ce qui est intéressant, donc, c'est que toutes ces pièces amènent quelque part une refonte. C'est-à-dire que on ne peut plus, il n'y a plus de culte de la personnalité. C'est pas Shakespeare, c'est Shakespeare. George Foreman, que certains ont connu ici, raconte donc cette histoire merveilleuse, et dans une revue anglaise la publie. Il dit « Je donne toutes les pièces de Shakespeare pour une seule pièce de Molière ». Et ça surprend au départ. Et il n'a pas tort. Il n'a pas tort, pourquoi? Parce que Shakespeare et Marlowe, ça représente le Moyen-Âge, qu'on le veuille ou non, l'écriture, la façon de penser, la conception est moyenâgeuse, alors que, avec Molière, commence le monde moderne. C'est-à-dire le monde que nous connaissons encore. C'est lui qui, le premier, fera jouer le code bourgeois, le code civil que nous connaissons encore. Et ce code naît dans le Misanthrope. Ce n'est pas une histoire d'amour, d'abord. Bien sûr qu'il y a ça aussi, mais c'est une histoire de folie, ça on le sait. Mais c'est aussi l'histoire que 66, c'est le moment où la France opte définitivement pour le droit écrit qui vient des Romains, mais ça on en reparlera la prochaine fois, mais j'aime chaque fois, comme je l'ai fait l'autre fois, vous alertez un petit peu, l'autre fois sur Faust, et aujourd'hui sur le Misanthrope, c'est que c'est le moment où la France choisit le droit romain, le droit du Sud, des pays du Sud, du Languedoc-Roussillon notamment, qui est le droit écrit, contre le droit coutumier, qui est le droit des régions du nord de la France, qui émane de l'Allemagne. Et que la vraie question dans le Misanthrope, elle est fondamentale, c'est de bien comprendre quelles sont les positions réactionnaires ouvertes par rapport aux propositions nouvelles. Au sonnet de Ronte, qui est très beau, et qui est écrit, qui est ridiculement présenté, mais qui en soi, Molière en écrit les mêmes, et pas seulement Molière, des gens de l'époque.
il est beau en soi. Il est c'est un peu mince, mais c'est pas laid. Mais c'est écrit. Et Oronte, contrairement à ce qu'on voit souvent on voit qu'il récite, il le lit dans Molière. Il lit l'écrit. Et à ça, Alceste répond par la chanson du roi Henri, qui est orale et qui n'est pas écrite. Donc, il va y avoir toute une série d'éléments. Alors, je vais pas tout détailler là, parce que la dramaturgie serait trop importante, mais il faut bien penser à ces questions-là qui sont fondatrices de la réception des œuvres. C'est-à-dire que nous avons, en tant que metteurs en scène, pas à faire part de nos propres fantasmes, mais à traiter et à exposer les fantasmes qui sont présents à une époque et dans un auteur d'une façon très précise. Et le public doit chercher ça pour en tirer les leçons d'aujourd'hui. C'est pas en présentant le théâtre d'aujourd'hui qu'on comprendra aujourd'hui, et qu'on fera demain, c'est en comprenant bien le théâtre d'hier. Et qu'on se rassure, le théâtre d'aujourd'hui, demain, il sera d'hier. Donc, tous les théâtres ont leur chance, mais pas dans l'ordre où on veut bien les placer actuellement, parce qu'on confond les impositions simplement, on pourrait dire, syndicales ou corporatistes, et la nécessité, effectivement, que les auteurs ont de gagner leur vie, avec d'autres nécessités qui sont peut-être plus importantes, celles rapport au public. Il faut bien penser qu'une pièce de Shakespeare, à l'époque, elle coûtait à peu près ce que coûte de nos... Elle coûtait, pour le directeur du théâtre, et donc, par voie de conséquence, pour celui qui en bénéficiait, l'auteur, à peu près ce qu'on payerait de nos jours un figurant. C'est-à-dire que les auteurs étaient très peu payés, ce qui était scandaleux. Mais alors on a inversé la vapeur, ce qui est aussi scandaleux. C'est que maintenant, on veut toujours défendre la production au nom de la nécessité économique et non pas au nom de l'art. Donc il faut bien arriver à comprendre comment ça fonctionne d'un côté et de l'autre. Donc Marlowe a écrit ça, et on peut penser à Wojciech d'ailleurs, quelque part. Et ce qui est d'étonnant, c'est que ce livre populaire, l'histoire du docteur Faust, qui est jeté comme ça dans les années 80 au début, devient une pièce de théâtre. Cette pièce de théâtre, elle est tellement bien appréciée que quand les Anglais, poussés dans les rapports avec la famille d'Hanovre, viennent jouer en France, ils amènent dans leur bagage le Faust de Marlowe, qu'ils jouent. Comme par exemple c'est joué dans d'autres pays, en Hollande, on raconte cette histoire qui est très très belle, je trouve, qui est... je ne vous refais pas le coup si je la trouve, mais vous savez maintenant, donc... voilà, Hamlet de Grand Chemin. Voilà. En 1585, une troupe débarque en Danemark, une troupe anglaise. Donc vous voyez, c'est à peu près dans ces eaux-là. Et joue à la maison de ville d'Elseneur, c'est drôle, où la presse fut si grande, pas la presse écrite, de nos jours c'est la presse écrite qui joue ce rôle-là, mais à l'époque, ce que sous-entend l'auteur, c'est le monde, simplement, que la presse fut si grande que les gens périrent étouffés, que des gens périrent étouffés. L'année suivante, une seconde troupe se produit devant la cour danoise, conduite par Wilhelm Kemp, qui sera... C'est un associé de Burbage, qui a été aussi il fait partie du collectif qui dirige les théâtres de la troupe de la Reine, avec Shakespeare, avec les deux Burbage, le père et le fils, et puis Kemp, et puis un autre encore. Et ils viennent là comme ça. Et c'est, peu à peu, on amène qui? D'abord, ils ont besoin d'un interprète qui leur fait, comme on fait de nos jours,
Ah, vous connaissez pas le russe, on vous présente. Alors on va, hop, il y a un écran qui défile le russe comme dans un quelconque mauvais film doublé. Pas doublé, je veux dire. Simplement comme ça, on vous projette ce qui veut rien dire. Mais par chance, après, les autres personnages continuent à parler anglais. Mais les clowns des pièces sont plus malins, ils apprennent vite un petit peu d'allemand, un petit peu de hollandais, un petit peu de n'importe quoi, et leur clownerie, ils les diffusent dans la langue du pays. Ce qui fait que les gens se marrent beaucoup. Hein, quand ils voient un truc, même une tragédie avec clown, hein, ils rient beaucoup des clowns, puisqu'ils parlent leur langue. Moins, effectivement, des trucs tragiques parce qu'on ne les comprend pas. Hein. Mais peu à peu, les gens commencent à se familiariser avec ça. Les acteurs d'un côté commencent à jouer en allemand en Allemagne, et d'un autre côté, les Allemands comprennent mieux l'anglais qui est joué par ces comédiens quand ils jouent en anglais. Et peu à peu, donc ça... Or, c'est quand même le fait que les clowns ont dominé l'histoire de Faust, quand elle s'est jouée en Allemagne, beaucoup d'ailleurs, elle s'est énormément jouée, alors que les Allemands, depuis la sortie du livre populaire sur l'histoire de Faust, il n'y avait eu aucune adaptation théâtrale. On lisait le bouquin, on le critiquait, ou on le jetait, mais c'est tout. Quand les Allemands ont vu les Anglais jouer le Marlowe, le docteur Faust, et notamment avec les clowns qui jouent plus ou moins en patois allemand, pour faire rire, il y a quelques entrepreneurs, comme toujours les plus éveillés, chargés des marionnettes et non des comédiens, qui se sont dit on va les reprendre pour nous. Et là, il y a eu une série de jeux de marionnettes sur le docteur Faust, dont le plus célèbre, que je croyais l'avoir ici, mais je ne l'ai pas, c'est celui d'Ulm, qui est le jeu du docteur Faust, où le clown devient non plus comme un personnage relativement noble, mais vraiment un clown burlesque, Hanswurst, c'est-à-dire Jean la saucisse. Donc vous avez là une popularisation de Faust. Or, Faust est venu, c'est curieux, à Goethe, par le peuple et non pas par le savoir lettré que Goethe a imposé au peuple. Le Urfaust, le premier de Goethe, qui est loin d'être en qualité littéraire ce que seront après le premier et le deuxième, surtout le premier en français traduit par Nerval. Ce qui est dans le Urfaust, on est encore dans les traces de Marlowe, un peu encore dans la drôlerie, dans le Sturm und Drang d'ailleurs. C'est l'époque où Goethe est au Sturm und Drang, avec Lenz, avec des gens qui sont des destructeurs, comme Schiller le jeune, des gens qui sont des destructeurs d'une idéologie installée, pontifiante et confirmée, qui cherchent, mais qui cherchent pas n'importe où, qui cherchent dans des sens précis, qui veulent exprimer ça, et non pas qui tombent sur la dernière invention technologique pour la mettre sur une scène. Hein, ils ne cherchent pas, là, ils trouvent n'importe quoi pour le mettre là. Ça, je crois que ça échappe complètement à ce savoir-là. Ce qui fait que ça, c'est important de savoir que l'histoire de Faust, c'est l'histoire au départ d'un homme qui a voulu tromper les siens en leur proposant des fausses conceptions scientifiques qui se retournent contre lui. Mais jusqu'à maintenant, la magie... Ce docteur Faust, d'ailleurs, Mélenchon, un ami de Calvin à une époque, donc un type très sérieux, l'a connu. Il était originaire d'un village en Silésie très proche de celui d'où lui venait. Et il en parle, et comme d'un être, simplement, un vrai savant qui avait une chaire à Cracovie, qui était la seule université du Moyen-Âge à posséder cette chaire, une chaire
de sorcellerie. De nos jours, il y a une ancienne femme française qui a un CAPES ou même un doctorat d'astrologie, donc peut-être qu'on réouvrira à la Sorbonne une chaire d'astrologie. Mais à l'époque, le gars, donc, il était conforme à ce dans quoi on l'avait installé, ce Faust. Et c'était assez logique qu'il vienne là, mais qu'il mène un combat. Et ce combat n'est pas innocent, il cherche en même temps à duper les gens, mais en même temps à comprendre pourquoi on arrive à les duper si facilement. Ça, c'est son côté professoral. Et ça, c'est assez intéressant de voir que ça reste là, et ça reste dans le Urfaust, comme dans les jeux du Dr Faust, ça reste à ce niveau-là. Et puis, lorsque Goethe devient lui-même un pontifiant, génial, mais un pontifiant, lorsqu'il regagne Weimar, et qu'à Weimar, il devient vraiment le poète de cour, le poète installé qui renie le Sturm und Drang, il écrit le premier Faust, et pour la première fois, il invente, ce qui est curieux, c'est que ça n'a jamais été trouvé avant, bien que tout le monde l'ait frôlé, il invente que Faust veut non pas seulement les biens, non pas seulement les femmes, ce qui est somme toute très légitime, mais il veut en plus la jeunesse. Et c'est Goethe qui va introduire cette notion, Faust rajeuni, par le contrat avec Méphistophélès. Méphistophélès qui en plus un des derniers valets de Satan, un des derniers, c'est celui qui est le moins doué, celui qui est le plus banal, celui qui est le plus qui a le moins de dons de satanisme. Hein, c'est celui qu'on pourrait rouer le plus facilement. C'est-à-dire que Satan ne va pas venir lui-même en personne, comme le demande Faust, il va envoyer son valet, hein, pour régler ce petit problème-là. Mais ce n'est pas un problème qui me concerne. Hein. Moi, j'ai suffisamment d'autres problèmes, d'autant qu'il ne faut pas oublier que Satan était l'archange préféré de Dieu, et que quand il l'a trahi, ou l'un ou l'autre, on ne sait pas d'ailleurs dans quel sens ça va, eh ben, il s'est posé un problème de rapport psychologique, si on en croit le théâtre moderne, entre Dieu et Satan. C'est pas seulement une histoire de récit, ça devient quelque chose qui engage les arrière-plans de l'individu. Donc enfin, on en reste là. Et il faudra donc longtemps pour arriver à cette histoire que je vais donner avant d'aborder un autre chapitre, celui de Shakespeare rapidement, puis après, pour finir, la position des personnages dans ces théâtres. Première légende de Johann Spitz, c'est les parutions. 1587, histoire du Dr Faust, traduite en anglais, pratiquement la même année, ou en tout cas l'année d'après. C'est l'histoire du Dr Faust, c'est le premier nom, c'est un nom très compliqué, hein. C'est du Peter Weiss, il y a au moins 6 lignes pour le titre. Le deuxième, en 93, donc c'est après l'écriture de Marlowe. Au départ, il n'y a qu'un livre qui a servi d'initiateur à Marlowe. Après, c'est Widmann Georg Rudolph, l'extraordinaire aventure du Dr Faust, puis de Johannes Niklaus Pfister, la vie scandaleuse et horrible du Dr Faust, où l'accent est mis tout d'un coup, non plus sur la beauté des paysages traversés, et de la belle Hélène, et de tout ça, mais tout d'un coup sur des histoires sordides de tératologie, c'est-à-dire de démons, de monstres, c'est quelque chose de différent. Puis vient la mise en doute rationaliste. Tout d'un coup, il va y avoir une série d'éléments de mise en doute rationaliste dès 1683, d'ailleurs peu de temps après, de Kirchner, Discussion historique, puis en 25, de Meinender, Vie aventureuse et fin épouvantable du Dr Faust. Donc il y a déjà
c'est pas seulement les aventures, c'est qu'il y a un début et une fin, et que cette fin est malheureuse. Donc il y a un jugement qui vont donner naissance en 89 à une pièce de Lessing, Gotthold Ephraim, en 1759, qui s'appellera Fragment, car elle n'est pas tout à fait finie, loin de là, mais quand même où Lessing va apporter pour la première fois, il n'y a que 2 pièces parues jusqu'à maintenant, il n'y a que 2 systèmes, il n'y a que Marlowe et que les marionnettes. Donc avant Goethe, Ephraim va poser le problème de Lessing, donc de Faust, comment arriver à le situer dans l'histoire. Il sera relayé par Goethe, Wolfgang, comme son nom l'indique, en 1773-75 Urfaust, 1790 Faust Fragment, c'est une version intermédiaire, en 1808 Faust première partie, en 1830-31 Faust seconde partie, où alors là, on note une nouvelle différence, c'est que, ayant adhéré à la religion théosophe, à la secte théosophique, Goethe va préciser son panthéisme, sa divinité naturelle, et tout ça. J'ai vu le second Faust jouer pendant une journée et demie à Dornach, au Goetheanum, près de Bâle, très beau à voir d'ailleurs, qui est construit et conçu, c'est avec Rudolf Steiner, que j'ai vu très jeune d'ailleurs, et qui est un truc assez étonnant. C'est presque une messe quelque part, c'est presque un mystère religieux, mais qui exalte la nature, son étrangeté, sa différence, qui fait que les constructions à Dornach, il n'y a pas une ligne droite, il n'y a pas un angle droit, il n'y a pas même les fenêtres sont il ne faut pas que ça corresponde, rien du tout doit correspondre, alors ça donne des choses très très étranges, et c'est on voit que ce qu'il y a d'étonnant, c'est que Goethe, à travers ces versions, ces 4 versions, au Faust Fragment premier et deuxième, a fait un voyage énorme dans l'histoire de la philosophie de l'homme. Il a traversé des choses incroyables à travers ça. Après quoi, je vais un peu aller très vite, Vie, exploit et descente en enfer de Faust, de Klinger, de von Camiso, Faust, une tragédie. Tout ça, c'est des romantiques. Puis, dans d'autres pays, Pouchkine va s'en emparer, Faust scène, revenir en Allemagne avec Grabe, un être, ce sont là des poètes étranges qui vont se situer dans la chevauchée de Büchner, de Kleist. Il va y avoir Don Juan et Faust, la fameuse rencontre sur le sommet du Mont Blanc de Don Juan et de Faust, c'est-à-dire les 2 grands mythes de notre continent européen. Le mythe du Nord, Faust, et le mythe du Sud, Don Juan. Il était logique qu'ils se rencontrent un jour, et il faut un fou comme Grabe pour arriver à les faire se rencontrer. Lenau, un grand poète autrichien, va écrire Faust, puis vous aurez des romans et nouvelles qui vont abonder. Heine va écrire Dr Faust, une nouvelle. Tourguenieff, le russe, va écrire Faust, Raskas, etc., etc. Oscar Wilde va écrire une variante du Dr Faust qui s'appellera Le portrait de Dorian Gray. Vous avez Jarry qui écrira Gestes et opinions du Dr Faustroll. Giono va écrire une nouvelle en 1947, Faust au village. Vous avez Thomas Mann, le Dr Faustus. Mais vous avez l'antithèse de Thomas Mann, Heinrich Mann, qui va écrire Mephistopheles. C'est drôle d'ailleurs que les deux. Vous avez Franz Hellens, un poète et écrivain, disons, de notre chère Batavie, qui va écrire aussi L'homme de 60 ans. Je ne peux plus tellement le jouer, malheureusement. Sinon, je ferai un appel d'offres. Vous avez évidemment Mikhail Bulgakov qui a écrit peut-être un des grands romans, Le Maître et Marguerite. Vous avez... Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que ça va pénétrer des domaines étranges. Vous avez Mikhail
Svanvik qui va écrire une science-fiction, un roman de science-fiction qui s'appellera Jacques Faust. Vous avez Terry Pratchett qui va écrire Eric et Faust. Vous avez Mark Ravenhill en 96, donc il n'y a pas longtemps, qui va écrire Faust est mort. Et dans le théâtre, vous avez Gelderod en 25, La mort du docteur Faust, Durell Lawrence, à peu près dans les saisons-là, un Faust irlandais, Valérie, entre 45 et 46, Mon Faust ébauche en 2 pièces. Vous aurez alors un très beau texte de Hans Eisler, le grand musicien de Brecht, qui a écrit une très belle livret d'opéra, mais une pièce qu'il a amenée après en livret d'opéra. Il a écrit une pièce, c'est la seule pièce qu'il a écrite, qui tient compte à la fois de Marlowe, de Goethe, des jeux de poupées, tout ça, qui est très très belle, qui s'appelle Johann Faustus. Ça vient de paraître en français il n'y a pas longtemps. Vous avez Pessoa, évidemment, qui a écrit le Faust. Vous avez Michel Butor, qui a écrit votre Faust en réponse à Mon Faust de Paul Valéry. Vous avez un collectif qui a écrit Faust-Salpêtrière, avec beaucoup de metteurs en scène que nous connaissons, allemands et autres, et tout ça. Vous avez Jean Louvet, un auteur belge, qui a écrit un Faust. Vous voyez que ça devient étrange. En musique, je ne vous cite, j'ai simplement relevé quelques noms, de même quand j'ai renoncé finalement, parce qu'il y en a tellement, et au cinéma aussi, il y en a beaucoup, dont peut-être un des plus beaux, quelque part, c'est La beauté du diable, qui est fait avec Michel Simon et Gérard Philippe. Vous avez en musique un Singspiel, ça commence par un Singspiel d'ailleurs, simplement une petite chanson de Walzer, puis Radziwiłł qui va écrire une musique de scène, aussi au 19e siècle. Et même au début du 19e, Ludwig Spohr va écrire le premier opéra intitulé Faust, qui est un très bon musicien, Ludwig Spohr. Weber, Kreutzer, Lortzing, souvent des von Lindbader, Despelaerts, Wagner vont écrire des morceaux sur Faust. Berlioz, évidemment, les 8 scènes d'abord, puis ensuite la damnation de Faust. Robert Schumann, ses merveilleuses scènes pour le Faust de Goethe. Vous avez Liszt, la Faust symphonie. Vous avez Gounod, Faust, qui par parenthèse n'a pas le droit d'être joué sous le nom de Faust en Allemagne. Ça s'appelle Margrethe. Si vous voyez à l'affiche en Allemagne Margrethe, ça veut dire que vous allez voir le Faust de Gounod. Mais les Allemands n'ont jamais voulu qu'on appelle l'histoire de Faust. Vous avez alors un chef-d'œuvre qui est le petit Faust d'un très grand musicien, Hervé Florimond, en 62. C'est de la descendance et de l'obédience d'Offenbach et des grandes opéras fantastiques de l'époque, qui écrit un peu un Faust, le petit Faust, qui est un peu l'équivalent de la Belle Hélène d'Offenbach. Un truc très très drôle et très déconnant. Vous avez de Boito, le compositeur italien Mephistopheles, et enfin vous avez de Ferruccio Busoni, le docteur Faust, qui est plus récent, mais qui est d'un très grand musicien, Ferruccio Busoni. Il y en a d'autres, hein, il y en a des quantités d'autres, de même qu'en peinture et tout ça. Mais moi, quand même, ce qui m'intéresse pour l'instant le plus, c'est la littérature, donc je me suis surtout, et même le théâtre, ce qui fait que je me suis confiné plutôt à ces questions-là. Néanmoins, tout ça va nous amener à quelque chose d'étonnant, par quoi on va passer dans Shakespeare. C'est que un comédien ne devrait pas jouer de la même façon n'importe quelle pièce. De même qu'un metteur en scène devrait avoir la sagesse de le lui faire comprendre. C'est-à-dire que, si vous voulez... Ah non, ça c'est autre chose, c'est J'embrasse le monde. Si vous voulez, la notion fondamentale, c'est que on va jouer des œuvres qui sont d'obédience, de structure, de manifestations totalement différentes. Je ne crois pas qu'on puisse les jouer de la même façon. Alors évidemment, il y a des pièces qui posent problème. C'est ce qu'on appelle les paraboles, que j'aime mieux appeler les apologues.
parce que ça enlève le caractère religieux de l'histoire. Apologue, c'est quand il y a la fable et l'apologue. La fable, c'est quand ce qui se dit dans le texte est dit crûment au premier degré et fonctionne. Tartuffe, un faux dévot pénètre dans une famille, etc. C'est une fable. Mais quand, par exemple, vous avez Arthur Rouy se manifeste pour résorber la crise du chou-fleur et qu'il va, etc., vous avez là un apologue négatif. Cet apologue négatif, le personnage va d'ailleurs s'appeler Oui. Mais ce Umberto Oui va avoir quelque part 3 rôles à jouer, dont 4 avec lui. C'est-à-dire qu'il joue Hitler à certains moments, mais à d'autres moments, dans La Risible Ascension, il joue Al Capone, les bootleggers de Chicago, en 30. À d'autres moments, il joue Richard III de Shakespeare, c'est dit clairement, donc notamment dans la scène de la mort de Dolphus. C'est-à-dire qu'il va y avoir 4 façons de jouer le personnage sans qu'on ait quelque part une rupture trop forte, mais sans non plus qu'on ait une concaténation trop forte, c'est-à-dire un enchaînement trop régulier. Donc il va y avoir un travail de comédien à faire. À quel moment je joue ça? À quel moment je joue ça? Et c'est un élément très important. Il y a un moment d'ailleurs où ça se trouve réuni, pour moi 2 choses, mais peut-être même plus, c'est la scène du comédien, du vieux comédien. C'est-à-dire que vous savez qu'Hitler s'est fait donner des cours de comédie pour améliorer sa prestation en chair. Hein? Eh bien, De Gaulle a fait la même chose. Et on connaît d'ailleurs, quand Villard a monté Arthur Rouy, il voulait engager ce comédien, qui évidemment a senti le piège et a refusé. C'est un ancien sociétaire de la Comédie Française qui s'appelait Denis Dinès, qui a refusé évidemment le rôle, puisqu'il a été le professeur de Gaulle, et que Jean Vilar avait, dans cet apologue, choisi, pour le trajet Arthur Rouy, d'imiter De Gaulle plutôt qu'Hitler. Mais qu'une partie seulement. Donc ça pose un problème légèrement différent dès qu'il y a apologue. Et c'est intéressant de voir cette question-là. C'est que, si vous voulez, l'entité conceptuelle, d'abord structurelle, on pourrait dire, diégétique, c'est-à-dire narrative. Le rôle, n'oublions pas que le théâtre, qu'on le veuille ou non, est toujours la production d'un récit. On a tort de dire que le théâtre n'a rien à voir avec la narration, il a tout à voir avec la narration. Ses origines, son développement. Simplement, c'est un récit plurivocal au lieu d'être un récit monovocal. Mais il y a après tout au théâtre des monologues qui sont aussi du monovocal, où il y a un monovocal d'auteur qu'on est amené à traiter en monologue. Je pense à Sade, par exemple, à d'autres, mais c'est clair. Donc, c'est pas parce que je t'ai vu du coin de l'œil, c'est pour ça. Mais c'est clair que cette question-là joue un rôle important. C'est ce qu'on appellera le rôle. Le rôle, c'est l'entité structurelle. Vous avez une entité fonctionnelle qui est mimétique et non plus diégétique. C'est-à-dire que ce qui fonctionne, c'est le personnage en action, qui peut se différencier du rôle. Le rôle, c'est, je dirais, une fonction dramaturgique. Le personnage, c'est une entité qui se montre comme telle et qui livre une partie de soi au rôle, en quelque sorte, en mélangeant astucieusement, avec malice, avec ruse, les réalités d'un rôle. On voit très bien comment ça va fonctionner dans les pièces après. Vous avez enfin une entité émotionnelle, ce qu'on appelle le pathos, c'est la personne. Le personnage, c'était avant, maintenant c'est la personne. C'est-à-dire que, quand vous avez affaire à la porteuse de pain, ou aux 2 orphelines, vous avez des personnes qui sont là, avec leur émotivité, et tout ça. La personne se voit beaucoup dans le théâtre, disons, de boulevard dramatique.
le personnage se voit d'une façon plus ambiguë. Hein. Et puis vous avez enfin une entité significative, c'est l'éthos, hein, c'est la réalité de l'être même, c'est la personnalité. Or, si vous prenez des rôles, vous prenez dans Shakespeare, par exemple, Richard III, c'est une personnalité historique. Vous prenez dans Brèche Galilée, c'est une personnalité scientifique. Vous prenez, il y a des tas de pièces qui définissent des personnalités de types différents. Il y a même la personnalité légendaire, c'est Faust. C'est une autre personnalité que l'historique et que ça doit quelque part se travailler autrement. Que ça aboutisse après, oui ou non, à des différences, il y aura toujours quelques différents qui qualifieront la réalité, la finition de la pièce. Ce qui permettra au moteur de marcher, c'est que la pièce soit bien finie. La plupart des pièces, au double sens que ça comporte, sont très mal finies, car elles ne vont pas jusqu'au bout de la tension créatrice de l'artiste qui est, si je suis artiste, parce que je crée l'émotion des autres et que je ne donne pas à consommer mon émotion. Celui qui est ému sur scène n'émeut pas forcément la salle. Celui qui se donne les moyens d'étudier les fonctions qui conduiront la salle à l'émotion, que ce soit une émotion heureuse, le rire, ou une émotion malheureuse, les pleurs, il faut qu'il y ait ce travail-là. Or, il faut toujours se faire passer après le public. Pour moi, comme je vous ai dit la première fois, pour ceux qui étaient là, tout ce que je le dis comme ça. Mais vous en faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que c'est pas un discours catéchisant. C'est des impressions que je donne comme ça, compte tenu d'une expérience, dont vous retirez des choses, dont vous n'en retirez pas, et puis donc que vous transformez. Ça, on s'en fout. Hein, on n'est pas là pour qu'il y ait la transmission, c'est justement quelque chose qui n'est pas obligatoire. C'est simplement, ça tient. La responsabilité n'est pas à celui qui reçoit, la responsabilité est à celui qui offre. C'est la seule raison pour laquelle celui qui reçoit paye sa place. Dans l'autre cas, c'est le comédien qui devrait payer sa place s'il veut faire entendre son émotion au public. Eh oui, il y a un truc, il y a quelque chose qui se marchande. Non, il faut être clair là-dessus. Cette question est importante. Alors vous allez voir que, si vous voulez, entre le comédien lui-même, qui a sa propre idiosyncrasie, qui a sa propre personnalité, qui s'exprime quelque part, qu'on le veuille ou non, hein, soyons clairs. Je disais un jour, à Jour d'Œil, un auteur et un ami, je lui disais, c'est quand même curieux que les gens râlent de nos jours sur l'emploi au théâtre. Or, l'emploi au théâtre n'a rien à voir avec ce qu'on en a fait, surtout depuis le cinéma. L'emploi au théâtre de nos jours se résume à dire « Ah, c'est une très belle fille blonde, elle pourra merveilleusement jouer Juliette. » Pourquoi Juliette ne serait pas une... C'est aberrant, je veux dire. À la limite, ça exprime beaucoup les désirs des metteurs en scène, des metteuses en scène, bon bref. C'est tout. Mais il y a cette question fondamentale. C'est que là, l'emploi est fondé sur la voix. C'est-à-dire que c'est un des restes de ce qu'on appellera le cartel dans l'opéra, où il ne viendrait à l'idée de personne de faire jouer le rôle d'un baryton par un ténor. Ce que le comédien doit s'attacher dans les auditions, par exemple, c'est de comprendre comment les gens parlent, quelle est leur tessiture, quel est leur grain de voix, quelle est leur qualité, jusqu'où ça va. Ça paraît extrêmement important, et de définir que pour tel personnage de théâtre,
nous avons besoin de telle voix. À la limite, bon, les physiques jouent un peu. Ça fait partie de la loi des corps. Il est clair que si vous voyez MP à côté d'un grand, eh ben vous vous dites qu'ils doivent jouer une scène d'amour, vous dites quelque chose esthétiquement ne colle pas. Mais c'est esthétique, c'est pas autre chose. C'est pas du tout une question, je veux dire, de concept général. C'est uniquement pour le bien fondé de l'équilibre du spectacle. Or, la voix a un rôle déterminant au théâtre, et on l'oublie trop. Il faut vraiment que cette question-là soit une question extrêmement importante, extrêmement bien menée. Donc, il y a vraiment ce rapport-là doit être très, très, très important. C'est que la distribution... en fait, le metteur en scène, il faut bien le dire, honnêtement, n'a qu'une seule fonction. C'est de faire une bonne distribution. Si sa distribution est bonne, son travail est fait. Tout le reste, il rajoutera ses fantasmes, ses obsessions, moi comme les autres. Et il faut éviter ça. Il faut chaque fois se surveiller, il faut chaque fois éviter de faire du surplus de sens. Parce qu'on finit par paupériser le monde. On consomme trop de pétrole dans les idées. Hein, surtout en France, où on a trop d'idées, pas assez de pétrole. Donc le problème est là, il faut être très attentif à cette question-là. Elle est assez déterminante dans l'histoire. Alors vous avez donc personnalité historique, l'empereur Auguste, son existence. Si on ne comprend pas l'existence d'Auguste, et qui plus est, celle de l'apologue, c'est-à-dire l'existence de Louis XIII, comment peut-on comprendre Auguste? Le personnage d'Auguste dans Cinna est à la fois est une personnalité à la fois là et absente. On a souvent parlé de l'absence au théâtre comme fondateur, c'est dans le personnage que ça se marque le mieux. C'est-à-dire que Auguste va représenter un noyau à quoi s'accrocher, mais qui a néanmoins une double existence réelle. Il a l'existence réelle dans Suétone, il a une existence réelle dans l'idée que Corneille se fait d'Auguste pour pouvoir incarner Louis XIII. Donc, c'est un travail de longue haleine. C'est pas vrai que le théâtre peut se créer facilement. C'est un vrai travail de longue haleine. Je citais tout à l'heure aux élèves 2 éléments. Dans Molière, quand... Ah, il faut que j'arrête bientôt. Dans Molière, je vais encore dire ça, quand il y a un contrat de mariage qui signe à la fin les femmes savantes, si le garçon n'a pas au moins visiblement 25 ans, si la fille n'a pas au moins visiblement moins de 20 ans, la pièce ne tient pas. Pourquoi? Parce que la majorité masculine, à l'époque, ça varie d'ailleurs selon les années, est entre 20 et 30 ans. La majorité féminine est entre 20 et 18 ans. Or, un contrat de mariage doit se signer par les 2 parents, sans quoi il n'est pas valable. Sans quoi il n'est pas valable. Il est même passible d'emprisonnement, de lettres de cachet. Donc, quand les parents sont morts, les tuteurs, si un parent est mort, le ou la tutrice, doivent remplacer, si les 2 parents, les tuteurs et tutrices doivent remplacer, obligatoirement, tant qu'on est mineur. Donc, comme à la fin de la pièce, Clitandre signe
son contrat de mariage, il est majeur. Mais comme il faut la signature de Philaminte et de Chrysalde pour signer le contrat d'Henriette, elle est mineure. Et qui plus est, il faut savoir qu'à l'époque, les deux signatures comptent exactement, ont la même valeur. Il n'y a pas une valeur, c'est la bourgeoisie qui installera la supériorité de la valeur masculine. Être féministe sans être anti-bourgeois est une hérésie, si j'ose dire. Et oui, parce que là, en l'occurrence, à ce moment-là, or, si le majeur a un contrat signé par un des seuls parents et que l'autre fait opposition, le majeur homme est susceptible d'être poursuivi de viol par rapt. C'est-à-dire que l'année des femmes savantes de 72, 3 cas de divorce par rapt sont prononcés. Théoriquement, c'est la peine de mort, toujours commuée en lettres de cachet. Mais néanmoins, il y a punition. De même qu'un notaire n'a pas le pouvoir de signer le contrat définitif. Il y a un pré-contrat qui existe, mais le contrat définitif doit être signé après la cérémonie religieuse. Car seule la cérémonie religieuse, la France, fille aînée de l'Église, consacre le mariage. C'est pas comme de nos jours. De nos jours, c'est le contraire. Or, Molière, avec son caractère frondeur, et puis les nécessités du théâtre, et puis d'autres éléments dont on peut passer, notamment ce conseiller de cour qui s'appelle Gaumont de Guillemette, on appelle ça les mariages à la Guillemette, c'est-à-dire des mariages qui sont faits où le contrat notarial précède le contrat de mariage. C'est un acte de laïcité, c'est un acte violent contre l'Église et contre la France. Et à partir de ce moment-là, Molière, qui fait ses contrats sur scène, dès les femmes savantes, tout le temps, il n'a qu'une seule solution. Il a la solution qu'adopte avec habileté Charlie Hebdo, Le Canard enchaîné, Bedos, Guillon, c'est-à-dire d'ironiser, en disant « ouais, mais c'est de l'humour ». Alors il met des notaires qui viennent signer des contrats interdits. Mais ils sont cons. Ils jouent, ils ont plein de alors on rit. On dit, ouais, alors c'est pour ça qu'il signe, il est con, donc et tout ça. Et donc, Molière échappe à la censure. Il y a là eu des nécessités qui sont historiques, qui sont tellement belles dans l'histoire qu'on aurait bien tort de s'en priver. Bon, bah écoutez, j'avais encore... Allez, voilà. Non, je vous signale toujours que la dernière séance, s'il y a des questions posées par des spectateurs qui aimeraient soit qu'on y réponde, soit qu'on engage un dialogue ensemble sur ça, alors à ce moment-là, la dernière semaine, la dernière séance est réservée aux spectateurs, à condition que j'aimerais avoir les questions écrites avant, les diffuser si besoin est, si c'est collectif, pour que ça participe d'un ensemble et que ce soit plus marrant à ce moment-là, à travers tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on n'a pas dit, tout ce que vous voulez. Hein. Et puis si j'ai pas de réponse par écrit à la dernière, eh ben on fait une fondue bourguignonne, ou bien je sais pas, un truc, ou bien un bal masqué, ou bien je sais pas, enfin on trouvera, ou une partouze, enfin comme vous voulez. Voilà. Alors je vous signale pour la petite histoire quand même que le prince Hamlet de Danemark, j'aimerais monter cette pièce, elle est géniale, c'est celle qui a servi à Shakespeare pour écrire Hamlet. Il y a tout. On pense que c'est Thomas Kyd. Il a tout inventé et il n'y avait aucune propriété privée. Les gens s'en foutaient. Ils se piquaient les uns les autres. Il n'y avait aucun problème.
Donc il n'y avait aucun problème là-dessus. Et ce Hamlet, prince du Danemark, qui est génial comme pièce, c'est une pièce mais d'une simplicité mais formidable. Voilà. Je dis ça par hasard, au cas où par hasard il y a un directeur dans la salle. Ça s'appelle aussi le fratricide